Dans le salon VIP de l'aéroport Charles de Gaulle, un silence feutré, lourd de mots tus et de privilèges discrets, enveloppe l'espace comme une cape de velours. Ce n'est pas le brouhaha chaotique des terminaux publics, mais une symphonie feutrée de luxe. Le tintement délicat des verres à champagne, le murmure des conversations sur les investissements à la Bourse de Paris ou les villas d'été sur la Côte d'Azur, le froissement des tissus coûteux qui glissent sur les fauteuils en cuir. C'est un monde à part, un sanctuaire pour l'élite, où chaque détail, du sol en marbre poli au macaron laduré, disposé avec soin sur des plateaux d'argent, respire une opulence discrète mais assumée. Pourtant, dans cet écrin de raffinement, une tempête se prépare, une confrontation qui ne sera pas seulement un échange de mots, mais le déclencheur d'une série de conséquences qui ébranleront des carrières, dévoileront des vérités cachées et mettront à nu l'arrogance d'une certaine caste. Au cœur de ce drame imminent, deux jeunes femmes, des jumelles identiques, sont sur le point de devenir les protagonistes d'une histoire où l'entitlement se heurte à une justice implacable. Ce n'est pas une simple dispute pour des sièges en première classe. C'est le début d'un scandale qui fera trembler les fondations d'un empire de privilèges. Assises dans deux fauteuils moelleux près des immenses baies vitrées donnant sur les pistes, Amélie et Camille Dubois, âgées de 25 ans, incarnent une élégance naturelle et une intelligence aiguisée. Leur ressemblance est frappante, même pommette haute, même peau éclatante aux reflets d'ébène, mêmes yeux d'un brun profond qui semblent percer les âmes. Leurs longues tresses, ornées de perles dorées discrètes, captent la lumière tamisée du salon, ajoutant une touche d'élégance africaine à leur allure sophistiquée. Vêtues de tenues de voyage soigneusement choisies, des ensembles en cachemire gris-perle, des baskets blanches immaculées signées Chanel, et des sacs Longchamp en cuir souple. Elles dégagent une aura de succès tranquille, celui de jeunes femmes qui n'ont pas seulement hérité de leur beauté, mais qui ont forgé leur destin par leur travail acharné. Diplômées avec mention de l'ESSEC, l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses de France, elles ont fondé ensemble une start-up révolutionnaire, Égalité financière, une application qui rend l'éducation financière accessible aux communautés défavorisées, un projet qui marie innovation technologique et impact social. Ce voyage à New York, dans la cabine première classe de Luxair, la compagnie aérienne réputée pour son luxe inégalé, est à la fois une célébration et une opportunité. Elles doivent prononcer le discours d'ouverture du Sommet mondial des innovateurs, une consécration qui propulsera leur entreprise sur la scène internationale. Chaque détail de ce voyage a été minutieusement planifié. Les billets en première classe, payés avec les miles accumulés sur leur carte professionnelle, témoignent de leur succès. Le salon VIP n'est que le prélude à l'expérience premium qu'elles ont méritée. Amélie, l'aînée de quelques minutes, jette un coup d'œil à sa montre, un modèle épuré de Cartier, un cadeau de leurs parents pour leur diplôme. L'embarquement devrait commencer dans une vingtaine de minutes, dit-elle, sa voix douce mais ferme, comme une mélodie apaisante. Camille, toujours plus vive, tapote sur sa tablette, relisant une dernière fois leur présentation. Ses sourcils se froncent légèrement, signe de sa concentration intense. « Je veux juste revoir la partie sur l'intégration des crypto-monnaies. Je sens qu'on va nous poser des questions là-dessus, » murmure-t-elle, son ton trahissant une énergie contenue. Amélie pose une main rassurante sur celle de sa sœur. « On est prête, Camille. On va les impressionner. » Leur complicité est palpable, un lien forgé par des années de défis surmontés ensemble, de regards indiscrets et de barrières brisées dans un monde où leur présence, en tant que femme noire et brillante, est encore trop souvent questionnée. C'est dans cette bulle de calme et d'anticipation que surgit la première note discordante. Une femme, probablement dans la soixantaine, s'approche d'elle avec une démarche assurée, presque théâtrale. Madame Véronique Delaunay, comme elle se présentera plus tard, est une caricature de l'élite parisienne. Des cheveux blonds impeccablement coiffés en un chignon strict, un visage figé par des années de botox, et un ensemble de vêtements bardés de logos. Une écharpe Hermès nouée avec soin, un sac Birkin ostentatoire, des escarpins Louboutin dont les semelles rouges clignotent à chaque pas. Elle est suivie de près par une assistante, une jeune femme nerveuse nommée Sophie, qui transporte une pile de magazines de mode et un café dans un gobelet griffé,
et par un employé de l'aéroport, Julien, un jeune homme au badge légèrement de travers, dont le visage trahit une anxiété croissante. L'odeur du parfum capiteux de Véronique, un mélange entêtant de rose et de jasmin, précède son arrivée, envahissant l'espace personnel des jumelles avant même qu'elles ne parlent. « Excusez-moi », commence Véronique, sa voix tranchante, imprégnée d'une autorité qu'elle semble considérer comme innée. Elle ne s'adresse pas directement aux jumelles, mais parle au-dessus de leur tête, comme si elles n'étaient que des obstacles à contourner. « Il y a un problème avec mon siège, et je suis certaine que ces demoiselles peuvent m'aider à le résoudre. » Amélie et Camille lèvent les yeux, leurs expressions neutres mais interrogatives. Julien, l'employé, s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Madame Delaunay, comme je vous l'ai expliqué, le vol est complet. Il n'y a plus de siège disponible en première classe. » Véronique balaie ses paroles d'un geste dédaigneux, ses bracelets en or tintant bruyamment. « C'est absurde. Je suis membre Diamant Prestige depuis 15 ans. Il y a toujours des solutions. » Son regard se pose enfin sur les jumelles, et un éclat calculateur traverse ses yeux plissés. « Ces jeunes femmes, par exemple, elles peuvent céder leur place. Mon mari est en 1C, et nous voyageons toujours ensemble. Ce n'est pas négociable. » La remarque, prononcée avec une assurance suffocante, est un condensé d'arrogance. Le sous-entendu est clair. La présence des jumelles en première classe est, pour Véronique, une anomalie, une erreur à corriger. Le terme « ces jeunes femmes » est teinté d'un mépris à peine voilé, comme si leur jeunesse, leur couleur de peau ou leur simple existence dans cet espace privilégié était une offense personnelle. Amélie sent une bouffée de colère familière monter en elle, mais elle la réprime, adoptant un calme glacial qu'elle a perfectionné au fil des ans dans des salles de réunion où son autorité était mise en doute. Camille, en revanche, est une flamme vive. Elle pose sa tablette sur la table avec une précision presque menaçante et croise les bras. « Je suis désolée, madame, » dit-elle, son ton faussement mielleux. « Mais nous avons réservé ces sièges il y a des mois. Nous n'avons aucune intention de les céder. » Véronique cligne des yeux, visiblement déconcertée par cette résistance. Elle n'est pas habituée à ce qu'on lui dise non. « Voyons, ce n'est pas si compliqué, » insiste-t-elle, son sourire crispé trahissant son irritation. « Luxair peut vous offrir une compensation. Des bons de voyage, peut-être? Cela ne vous coûtera rien, et je suis certaine que vous serez très bien en classe affaires. » L'offre, présentée comme une générosité, est en réalité une insulte déguisée, une tentative de reléguer les jumelles à une place qu'elles jugent plus appropriée à leur statut. Amélie intervient, sa voix douce mais coupante comme une lame de rasoir. « C'est très aimable de votre part, mais nous avons du travail important à faire pendant le vol. Ces sièges, en 1A et 1B, nous offrent l'espace et le calme nécessaires. Nous restons où nous sommes. » Un silence tendu s'installe. Quelques autres passagers du salon, jusque-là absorbés par leur téléphone ou leur verre de Chablis, tournent discrètement la tête, attirés par l'électricité dans l'air. Un homme d'une trentaine d'années, assis à quelques mètres, un carnet à la main, observe la scène avec un intérêt particulier. Son allure, costume en lin froissé, lunettes rondes, air vaguement bohème, suggère qu'il n'est pas un homme d'affaires classique. Il griffonne quelque chose, son stylo glissant rapidement sur le papier. Julien, l'employé, semble au bord de la panique. Il tente de calmer les esprits. « Mesdames, » dit-il en s'adressant aux jumelles, son ton suppliant, « je comprends votre position, mais Madame Delaunay est l'une de nos clientes les plus fidèles. Si vous acceptiez de changer de siège, nous pourrions vous offrir un bon de 600 € chacune pour le désagrément. » L'offre est un affront. Ce n'est pas une question d'argent, mais de principe. Les jumelles n'ont pas acheté leurs billets par hasard. Elles les ont gagnés, tout comme elles ont gagné leur place dans ce salon, dans cette cabine, dans ce monde. Camille laisse échapper un rire sec, dénué d'amusement. 600 € pour renoncer à des sièges que nous avons payés, pour être rétrogradés en classe affaires, tout ça pour satisfaire l'ego de cette dame? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Véronique, piquée au vif, serre son sac Birkin contre elle comme un bouclier. « Pas besoin d'être impolie, ma chère, » rétorque-t-elle, son ton dégoulinant de condescendance. «
Je suis sûr que Luxer saura reconnaître qui sont ses vrais clients. L'échange attire davantage l'attention. L'homme au carnet, qui se révélera plus tard être Antoine Lefebvre, un journaliste indépendant connu pour ses chroniques incisives dans Le Figaro, commence à taper discrètement sur son téléphone, ses doigts dansant sur l'écran. Sophie, l'assistante de Véronique, semble vouloir disparaître dans le sol, jetant des regards nerveux entre sa patronne et les jumelles. Julien, dépassé, tente une dernière fois de désamorcer la situation. « Madame Delaunay, je vais voir ce que je peux faire, mais ces passagères sont confirmées en 1A et 1B. » Véronique, loin de battre en retraite, se tourne vers lui, sa voix baissant en un murmure conspirateur mais assez fort pour être entendu. « Écoutez, je ne veux pas faire d'esclandre, mais je dépense des centaines de milliers d'euros avec votre compagnie. Vous voulez vraiment privilégier elle plutôt que moi? » Le mot « elle » est prononcé avec une pointe de dédain, un sous-entendu qui ne passe pas inaperçu. C'est alors qu'une nouvelle silhouette entre en scène. Claire Martin, la superviseuse du salon, une femme d'une quarantaine d'années, à l'uniforme impeccable, s'avance avec une autorité naturelle. Son badge brille sous les lumières tamisées, et son regard perçant balaie la scène. L'employé nerveux, la passagère arrogante, les jumelles résolues, et le journaliste qui observe tout. « Y a-t-il un problème ici ?» demande-t-elle, sa voix calme mais ferme. Véronique saute sur l'occasion, se lançant dans un récit dramatique de ses malheurs. Elle parle de son mari, un avocat renommé, qui souffre d'anxiété lorsqu'il voyage seul, de sa propre santé fragile, qui exige un siège à l'avant de l'avion, et de l'injustice criante d'être séparée de son époux à cause d'un système de réservation défaillant. Elle conclut en jetant un regard appuyé vers les jumelles. « Ces demoiselles pourraient facilement prendre mon siège en classe affaires. Ce n'est pas comme si elles en avaient vraiment besoin. » Claire écoute, son visage impassible. Lorsqu'elle a terminé, elle ne se tourne pas immédiatement vers les jumelles. « Julien, dit-elle, que dit le système? » Julien, hésitant, consulte sa tablette. Les sièges 1A et 1B sont confirmés pour Mademoiselle Amélie Dubois et Mademoiselle Camille Dubois. Madame Delaunay est en 9D, en classe affaires. Claire hoche la tête puis s'adresse à Véronique. « Madame, je suis désolée pour la confusion, mais nous ne pouvons pas déplacer des passagères confirmées de leurs sièges assignés. Ces demoiselles sont à leur place, et cela ne changera pas. » On pourrait croire que l'affaire est close, mais Véronique n'est pas femme à accepter un refus. Son visage se durcit, et elle se penche vers Claire, sa voix devenant un sifflement venimeux. « Je vois ce qui se passe ici. Vous avez vos quotas de diversité à remplir, n'est-ce pas? Ça fait bien dans vos brochures corporate d'avoir elle à l'avant de l'avion. Mais c'est moi qui fais vivre votre compagnie. Vous feriez bien de vous en souvenir. » L'accusation, crue et venimeuse, aspire l'air du salon. C'est une attaque non seulement contre les jumelles, mais contre l'intégrité de Claire et l'idée même d'équité. Amélie et Camille échangent un regard, momentanément stupéfaites par l'audace de cette remarque raciste, proférée avec une désinvolture qui trahit des années d'impunité. Camille, dont la patience a atteint ses limites, ramasse son téléphone avec une lenteur calculée. « Vous savez quoi? » dit-elle, sa voix dangereusement douce. « Vous avez raison. Vous êtes une cliente si importante. Vous méritez qu'on porte votre plainte au plus haut niveau. » Amélie, sentant la tempête imminente, esquisse un sourire discret. Elle connaît sa sœur. Véronique, confuse, fronce les sourcils. « C'est exactement ce que je vais faire, » rétorque-t-elle. « Je vais déposer une plainte officielle contre vous tous. » Camille, imperturbable, compose un numéro et met le haut-parleur. Le salon, déjà silencieux, devient une tombe. Après 2 sonneries, une voix grave et autoritaire répond. « Camille, ma chérie, tout va bien. Tu devrais être en train de savourer un verre de Krug, pas de m'appeler. » Véronique ricane, un sourire narquois aux lèvres. « Oh, appeler papa pour se plaindre, comme c'est mignon. » Claire, mal à l'aise, semble hésiter, consciente que cet appel sort des sentiers battus d'un conflit de service client. Mais Camille ignore le sarcasme. « Bonjour papa, désolé de te déranger. On a un petit souci ici, au salon VIP de Luxer. »
Elle marque une pause, son regard rivé sur Véronique. On nous demande de céder nos sièges en première classe, 1A et 1B, à une certaine Madame de Launay, qui pense qu'elle est plus importante que nous. Elle dit que nous sommes juste là pour remplir des quotas de diversité. Une belle photo pour vos brochures. La voix à l'autre bout du fil change, passant d'un ton chaleureux à une froideur tranchante. Mette le téléphone sur la table, Camille. Je veux parler à la superviseuse. Camille obéit, posant l'appareil sur la table en acajou. Claire s'avance, son visage trahissant une appréhension croissante. Ici Claire Martin, superviseuse du salon. À qui ai-je l'honneur? La voix, désormais glaciale, résonne dans le salon. Claire, je suis Philippe Dubois, président exécutif du groupe Dubois & Associés. Il y a 3 mois, mon groupe a acquis 51% de Luxair. Ces 2 jeunes femmes que vous avez devant vous sont mes filles. Alors expliquez-moi pourquoi on leur demande de quitter leur siège pour satisfaire les caprices d'une passagère qui se permet des remarques racistes. Un hoquet collectif parcourt le salon. Julien blêmit, Sophie baisse les yeux, et Véronique, pour la première fois, semble réaliser qu'elle a sous-estimé ses adversaires. L'homme au carnet, Antoine, lève un sourcil, son téléphone enregistrant chaque mot. La tempête est lancée, et elle ne fait que commencer. Le silence dans le salon VIP de l'aéroport Charles de Gaulle n'était plus celui d'un luxe discret, mais une immobilité pesante, comme si le temps lui-même s'était figé sous le poids des mots de Philippe Dubois. La voix de cet homme, diffusée par le haut-parleur du téléphone posé sur la table en acajou, avait transformé l'atmosphère feutrée en un champ de bataille invisible. Chaque regard, chaque souffle retenu dans le salon semblait suspendu à la réponse que Claire Martin, la superviseuse, allait donner. Madame Véronique de Launay, dont l'arrogance avait jusque-là dominé la scène, était désormais une statue de cire, son visage blêmi sous son maquillage impeccablement appliqué, son sac Birkin tombant mollement de ses mains tremblantes sur le tapis perçant du salon. Julien, le jeune employé au badge de travers, semblait prêt à s'évanouir, son teint passé du rose au gris cendré. Sophie, l'assistante de Véronique, fixait le sol, ses épaules voûtées comme si elle cherchait à disparaître. Et dans un coin, Antoine Lefebvre, le journaliste discret, continuait de noter frénétiquement, son stylo griffant le papier avec une avidité contenue, conscient qu'il assistait à un moment qui ferait les gros titres. La confrontation, qui avait débuté comme une dispute banale pour des sièges d'avion, venait de prendre une ampleur cataclysmique, et les répercussions ne faisaient que commencer. Claire Martin, dont l'expérience de superviseuse l'avait préparée à gérer des crises, sentit son cœur battre à tout rompre. Elle avait défendu les jumelles Amélie et Camille Dubois par principe, mais elle n'avait pas anticipé qu'elles étaient les filles de l'homme qui détenait désormais les rênes de Luxair. La révélation de Philippe Dubois, président exécutif du groupe Dubois & Associés et actionnaire majoritaire de la compagnie, était un coup de tonnerre. Elle prit une profonde inspiration, sa voix retrouvant une stabilité qu'elle n'était pas sûre de ressentir. « Monsieur Dubois, commença-t-elle, son ton mesuré malgré la tempête intérieure, je vous présente mes plus sincères excuses pour cet incident. Il y a eu un malentendu grave, et je vous assure que nous prenons cela très au sérieux. » Mais Philippe Dubois n'était pas d'humeur à accepter des excuses superficielles. Sa voix, froide comme l'acier, trancha à travers le haut-parleur. « Un malentendu, Madame Martin? J'ai entendu les propos de cette passagère, répétés par ma fille. Quotas de diversité, photos pour vos brochures. Ai-je bien compris? » Claire déglutit, ses yeux glissant brièvement vers Véronique, qui semblait maintenant vouloir se fondre dans le décor. « Oui, monsieur, c'est exact, » répondit-elle, sa voix à peine audible. « Et votre employé, ce Julien, poursuivit Philippe, implacable, a proposé à mes filles un bon de 600 € pour céder leur siège, payé et confirmé, afin d'apaiser les exigences racistes de cette femme. Est-ce également correct? » Julien visait directement, tressaillit comme s'il avait reçu une décharge électrique. Incapable de parler, il hocha la tête, un geste faible et pathétique. « Je vois, » dit Philippe, ces 2 mots lourds d'une finalité terrifiante. « Madame Martin, voici ce que vous allez faire. Premièrement, vous escortez personnellement mes filles à leur siège, 1A et 1B, et vous vous assurez que leur expérience à bord soit irréprochable. Deuxièmement, vous informez Madame de Launay que son billet pour ce vol est annulé, avec effet immédiat.
Un hoquet étranglé échappa à Véronique. « Vous ne pouvez pas faire ça !» s'écria-t-elle, sa voix aiguë brisant le silence comme du verre. « Oh, si, je le peux !» répondit Philippe, son ton vibrant d'une autorité absolue. « Et je l'ai fait. Votre statut Diamant Prestige est également révoqué, définitivement. Luxair vous remboursera intégralement votre billet. Nous ne sommes pas des voleurs, mais notre compagnie a une tolérance zéro pour le comportement que vous avez affiché aujourd'hui. Une politique que, dès cet instant, nous appliquerons sans faille. » Il marqua une pause, laissant ses mots s'enfoncer comme des clous. « Troisièmement, Madame Martin, vous et Julien vous présenterez demain matin, à 9 heures précises, au siège de Luxair à Paris. Demandez Monsieur Étienne Moreau, le nouveau directeur général. Il vous attendra pour une révision complète de cet incident et des protocoles de service client dans ce salon. » Meko, iti seki, mai. Le salon tout entier semblait retenir son souffle. Les autres passagers, qui avaient cessé de faire semblant de lire leurs journaux ou de consulter leur téléphone, fixaient de la scène avec une fascination mêlée d'effroi. Antoine Lefebvre, le journaliste, tapait maintenant furieusement sur son téléphone, publiant un premier tweet. « Scandale en cours au salon VIP de Luxair à CDG. Une passagère élite exige des sièges en première classe, insulte 2 jeunes femmes avec des propos racistes. Le vent tourne. #Luxair, Justice. » Son message, bien que succinct, commençait déjà à attirer l'attention sur les réseaux sociaux, où les hashtags #Luxair et #ScandaleCDG prenaient de l'ampleur. Véronique, acculée, tenta une dernière défense. « C'est scandaleux !» s'exclama-t-elle, sa voix tremblante de rage et d'humiliation. « Je vais contacter mon avocat. Mon mari est un associé principal chez Lefebvre & Associés, l'un des cabinets juridiques les plus prestigieux de Paris. Vous regretterez cela. » Mais ces menaces sonnaient creux, comme le cri d'un animal blessé. Claire Martin, reprenant contenance, se redressa. « Madame Delaunay, dit-elle, son ton ferme et dépourvu de pitié. Vous avez entendu Monsieur Dubois. Votre billet est annulé. Je vous prie de quitter le salon immédiatement. Un membre de notre équipe vous accompagnera jusqu'au terminal principal, où vous pourrez organiser un autre vol. » Véronique, abasourdie, semblait incapable de bouger. Ses lèvres tremblaient, son regard passant de Claire aux jumelles, qui restaient assises, calmes et dignes, leurs yeux ne trahissant ni colère ni triomphe, seulement une résolution inébranlable. Sophie, l'assistante, ramassa précipitamment les affaires de sa patronne, murmurant des excuses inaudibles. Un autre employé, un jeune stagiaire nommé Lucas, apparut pour escorter Véronique hors du salon. Lucas, âgé d'à peine 20 ans, était un étudiant en hôtellerie qui avait rejoint Luxair pour un stage d'été. Il avait suivi les ordres de Julien sans réfléchir, mais maintenant, face à l'ampleur du désastre, il sentait une culpabilité naissante. En guidant Véronique vers la sortie, il jeta un regard en arrière vers les jumelles, comme pour s'excuser silencieusement. Alors que Véronique disparaissait derrière les portes vitrées du salon, le brouhaha discret des conversations reprit, mais l'ambiance restait tendue. Antoine Lefebvre rangea son carnet et envoya un second tweet. Le propriétaire de Luxair intervient en direct. La passagère raciste perd son billet et son statut. Les jumelles restent en première classe. Une leçon d'équité en temps réel. Luxair. Ses abonnés, déjà nombreux, commencèrent à partager ces messages et l'incident prenait une dimension virale. Claire se tourna vers Amélie et Camille, son visage marqué par un mélange de regret et de respect. « Mademoiselle Dubois, dit-elle, s'adressant à chacune avec une déférence nouvelle. Je suis profondément désolée pour ce que vous venez de vivre. C'était inacceptable, et je prends l'entière responsabilité de l'échec de mon équipe. » Amélie, toujours la diplomate, répondit avec une douceur qui contrastait avec la tension ambiante. « Ce n'est pas entièrement votre faute, Madame Martin. Vous avez essayé de désamorcer la situation. » Mais Claire secoua la tête. « Pas assez. J'aurais dû mettre fin à cela immédiatement. J'ai trop cherché à apaiser une cliente dite privilégiée, au lieu de protéger 2 autres clientes tout aussi importantes. » Camille, qui était restée silencieuse depuis l'appel, hocha la tête lentement.
Le problème, dit-elle, sa voix calme mais incisive, c'est que votre système récompense les voix les plus bruyantes, les plus exigeantes. Des gens comme Madame Delaunay obtiennent ce qu'ils veulent parce qu'ils crient plus fort. Claire acquiesça, une lueur de détermination dans les yeux. Ce système va changer, je vous le promets. Elle fit un geste vers la porte menant à la passerelle d'embarquement. Permettez-moi de vous escorter à vos sièges. Alors que Claire guidait les jumelles hors du salon, contournant les autres passagers qui s'écartaient avec un mélange de curiosité et de respect, l'équipage de cabine les accueillit à bord avec une chaleur inhabituelle. La chef de cabine, une femme élégante nommée Isabelle, les accueillit avec un sourire éclatant. « Bienvenue à bord, mademoiselle Dubois, mademoiselle Dubois. C'est un honneur de vous avoir avec nous. » Elle les conduisit à leur siège, des pods spacieux en première classe, où 2 coupes de champagne Krug attendaient déjà, scintillant sous les lumières tamisées de la cabine. Isabelle se pencha légèrement, un sourire complice aux lèvres. « Votre père a appelé. Il a insisté pour que nous passions au menu présidentiel pour toute la cabine première classe. Le homard est déjà en préparation, et le caviar arrive. » Amélie et Camille échangèrent un regard, un mélange de fierté et d'amusement passant entre elles. C'était une victoire, mais une victoire aigre-douce. Elles avaient tenu bon, et les conséquences pour Véronique avaient été immédiates et sévères. Pourtant, l'incident laissait un goût amer, un rappel brutal que, malgré leur succès, leur droit d'occuper cet espace pouvait encore être remis en question de la manière la plus odieuse. Alors que l'avion quittait la porte d'embarquement, Camille jeta un coup d'œil par le hublot. Elle aperçut une silhouette solitaire, escortée par la sécurité de l'aéroport à travers le terminal public. C'était Véronique, son écharpe Hermès pendant lamentablement, son assurance envolée. C'était une image pathétique, mais Camille ne ressentait aucune pitié, seulement une satisfaction froide. La justice, parfois, prenait un vol direct. Mais les répercussions de cet appel téléphonique ne s'arrêtaient pas là. À Paris, dans les bureaux élégants du siège de Luxair, situé dans le quartier de la Défense, Claire Martin et Julien se préparaient pour leur rendez-vous avec Étienne Moreau, le directeur général. Claire, bien que nerveuse, était résolue. Elle avait vu dans cet incident une opportunité de changement, une chance de corriger un système défaillant. Julien, en revanche, était terrifié. Il savait que son rôle dans l'incident, avoir proposé un compromis insultant aux jumelles, le mettait en position de vulnérabilité. Pendant ce temps, à l'aéroport, Lucas, le stagiaire, ne pouvait s'empêcher de repenser à la scène. Il avait agi par obéissance aveugle, mais les paroles de Véronique l'avaient profondément choqué. En rentrant chez lui ce soir-là, il envoya un courriel anonyme à Antoine Lefebvre, offrant des détails supplémentaires sur l'incident, y compris le comportement de Julien et la culture d'apaisement du salon. Ce courriel, bien que discret, allait devenir une pièce clé dans le puzzle médiatique qui se formait. À des milliers de kilomètres, à New York, les tweets d'Antoine commençaient à faire des vagues. Les médias sociaux s'enflammaient, avec des commentaires indignés sur le comportement de Véronique et des éloges pour la fermeté des jumelles. Un blogueur influent reprit l'histoire, publiant un article intitulé « Luxe et préjugés ». Quand l'élite s'effondre à Charles de Gaulle. L'article incluait des extraits du témoignage de Lucas, anonymisé, qui détaillait la pression exercée sur le personnel pour favoriser les clients élites. L'histoire prenait une dimension nationale, voire internationale, et le nom de Véronique Delaunay devenait synonyme de scandale. Mais la tempête la plus violente se préparait ailleurs. À Paris, dans un bureau cossu du 8e arrondissement, Bernard Delaunay, mari de Véronique et associé principal chez Lefebvre & Associés, était en pleine réunion avec un client important lorsqu'il reçut un appel urgent de sa secrétaire. « Monsieur Delaunay, un courrier prioritaire du groupe Dubois & Associés. Ils ont insisté pour que vous le lisiez immédiatement. » Bernard, un homme de 65 ans habitué à naviguer dans les eaux troubles des fusions-acquisitions, sentit un frisson d'inquiétude. Le groupe Dubois était l'un de leurs plus gros clients, un pilier de leur chiffre d'affaires. Il s'excusa auprès de son client et ouvrit l'enveloppe, révélant une lettre signée d'Étienne Moreau.
Les mots étaient brefs, précis, dévastateurs. En raison du comportement inacceptable et préjudiciable de Madame Delaunay envers des membres éminents de notre famille exécutive, le groupe Dubois mettait fin à son contrat de 12 millions d'euros par an avec Lefebvre & Associés. Une transcription de l'incident au salon VIP était jointe, détaillant chaque remarque raciste de Véronique. Bernard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il lut la transcription, chaque mot comme un coup de poignard. Sa femme, avec son arrogance et ses préjugés, n'avait pas seulement humilié 2 passagères. Elle avait attaqué les filles de Philippe Dubois, l'homme qui contrôlait Luxair, et une grande partie de leurs revenus. Il comprit avec une clarté terrifiante que cet incident n'allait pas seulement affecter sa femme. Il allait détruire sa carrière, son statut, son monde. Il décrocha son téléphone pour appeler le président du cabinet, mais avant qu'il ne puisse composer le numéro, son assistant l'informa que le conseil d'administration l'attendait. Le couperet était déjà en train de tomber. À bord du vol Luxair, Amélie et Camille sirotèrent leur champagne, leurs ordinateurs portables ouverts devant elles, préparant leur discours pour le sommet mondial des innovateurs. L'incident du salon semblait déjà loin, mais son ombre persistait. Elles savaient que leur père ne laisserait pas l'affaire en rester là, et elles se doutaient que les répercussions allaient bien au-delà de l'humiliation de Véronique. Ce qu'elles ignoraient, c'était l'ampleur de la vague qui déferlait sur Paris, une vague qui allait engloutir des carrières, réformer des systèmes et redéfinir ce que signifiait être un client de valeur dans le monde du luxe. Alors que l'avion de Luxair survolait l'Atlantique, baigné dans la lueur dorée du crépuscule, Amélie et Camille Dubois étaient installés dans leur pod luxueux en première classe, des flûtes de champagne Krug à la main, leurs ordinateurs portables ouverts sur une présentation qui allait bientôt captiver une salle comble à New York. Le scandale du salon VIP de l'aéroport Charles de Gaulle, bien que toujours frais dans leurs esprits, semblait déjà appartenir à un autre monde, un monde où l'arrogance et le mépris avaient tenté, en vain, de les déloger de leur place légitime. Leur victoire, cependant, n'était pas seulement personnelle. Les répercussions de l'appel téléphonique de leur père, Philippe Dubois, actionnaire majoritaire de Luxair, avaient déclenché une onde de choc qui s'étendait bien au-delà du salon feutré de l'aéroport. À Paris, les fondations d'un empire de privilèges vacillaient, et à New York, les jumelles s'apprêtaient à transformer une humiliation en triomphe. Ce n'était pas simplement une histoire de vengeance. C'était une leçon de justice, une célébration de la résilience et une redéfinition du luxe à la française, où l'excellence et l'équité prenaient le pas sur l'entitlement. À bord, l'équipage de cabine, dirigé par la chef de cabine Isabelle, traitait les jumelles avec une déférence qui allait au-delà du protocole habituel. Le menu présidentiel, ordonné par Philippe Dubois, transformait le vol en une expérience digne d'un palace parisien. Des amuse-bouches au caviar d'Ossiètre, suivis d'un filet de turbo poêlé accompagné d'une sauce au champagne, étaient servis avec une précision chorégraphiée. Isabelle, passant discrètement pour s'assurer de leur confort, murmura avec un sourire complice. « Votre père a insisté pour que ce vol soit mémorable. Il a dit que vous méritiez un traitement digne de votre éclat. » Amélie, toujours la plus réservée des deux, répondit avec un sourire poli. « Merci, Isabelle. C'est très apprécié. » Camille, plus espiègle, leva sa flûte en un toast silencieux, ses yeux pétillant d'une satisfaction contenue. Elle savait que ce luxe, bien que délicieux, n'était qu'un prélude à ce qui les attendait à New York, le sommet mondial des innovateurs, où leur start-up, égalité financière, allait briller sous les projecteurs internationaux. Pendant ce temps, à Paris, dans les bureaux modernes du siège de Luxair à la Défense, l'aube révélait un tableau bien moins glamour. Claire Martin, la superviseuse du salon VIP, et Julien, l'employé maladroit, se tenaient dans une salle de réunion austère, face à Étienne Moreau, le directeur général de Luxair. Moreau, un homme d'une 50aine d'années, au costume sur mesure et au regard perçant, incarnait l'efficacité froide d'un homme d'affaires habitué à prendre des décisions difficiles. Sur la table devant lui, un écran diffusait les images de la caméra de surveillance du salon VIP, sans son, mais suffisamment éloquente pour raconter l'histoire.
La démarche arrogante de Véronique Delaunay, la nervosité de Julien, l'intervention mesurée de Claire, et enfin, le calme olympien des jumelles face à l'attaque verbale. Tout était là, capturé en haute définition. Moreau éteignit l'écran et se tourna vers les deux employés, son expression indéchiffrable. « J'ai lu le rapport préliminaire », dit-il, sa voix basse mais lourde de sous-entendu. « J'ai parlé à M. Dubois et j'ai examiné les registres de service client de ce salon pour les 6 derniers mois. » Il fit glisser un dossier épais sur la table, ses doigts tapotant la couverture avec une précision calculée. « Ce n'est pas la première fois qu'un incident de ce genre se produit, n'est-ce pas, Madame Martin? Peut-être pas avec des remarques aussi ouvertement discriminatoires, mais le schéma est clair. Des membres élites qui imposent leurs exigences, des employés intimidés et des passagers confirmés lésés pour satisfaire les caprices de quelques privilégiés. » Claire, dont le visage était pâle mais composé, hocha la tête. « Non, monsieur, ce n'est pas la première fois, » admit-elle, sa voix ferme malgré la gravité de la situation. « C'est une culture qui existait avant mon arrivée, ancrée dans les pratiques de l'ancienne direction. » Moreau tourna son regard vers Julien, qui semblait vouloir disparaître dans son siège. « Et vous, Julien, votre dossier montre 3 incidents similaires où vous avez déplacé des passagers confirmés pour répondre aux demandes de clients à statut élevé. Vous pensiez suivre une politique implicite, n'est-ce pas? Satisfaire les gros spenders à tout prix. » Julien, la gorge sèche, ne put qu'acquiescer. « Oui, monsieur, je pensais que c'était ce qu'on attendait de moi. » Moreau se leva, marchant lentement vers la fenêtre donnant sur les tours de la Défense. « Ce qu'on attendait de vous, dit-il, sa voix montant d'un ton, c'était de respecter les règles. Un billet est un contrat, pas une suggestion. L'idée qu'un statut ou une fortune donne le droit de harceler d'autres passagers est inacceptable. » Il se retourna, son regard dur comme l'acier. « Luxair n'est pas un jouet pour vaniteux. Monsieur Dubois et moi avons acquis cette compagnie pour en faire la meilleure au monde, et cela commence par le respect. Respect pour chaque passager, peu importe son statut. » Il s'arrêta, laissant ses mots résonner dans la pièce. « Madame Martin, vos actions hier, bien qu'imparfaites, ont montré une certaine intégrité. Vous avez défendu les jumelles avant de savoir qui elles étaient. Cela montre du caractère, et je peux travailler avec du caractère. Vous ne serez pas licencié, mais vous êtes relevé de vos fonctions au salon VIP. » Le cœur de Claire se serra, mais Moreau continua. « Vous êtes désormais en charge de réécrire le manuel de formation au service client pour tous nos salons VIP à travers le monde. Vous allez créer un programme basé sur l'équité, et cet incident, avec l'enregistrement audio, sera le cas d'étude principale. Vous transformerez cette honte en une leçon pour chaque employé de Luxair. » Claire, abasourdie, sentit une bouffée d'espoir. Ce n'était pas une punition, mais une opportunité, une chance de réformer un système qu'elle savait défaillant. « Merci, monsieur, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Je ne vous décevrai pas. » Moreau se tourna alors vers Julien, son ton s'adoucissant légèrement. « Vous, Julien, vous êtes jeune, ambitieux, et vous avez commis une erreur. Vous avez suivi une culture toxique au lieu de votre propre boussole morale. Vous êtes licencié de Luxair. » Julien baissa les épaules, défait, mais Moreau leva une main. « Cependant, je crois aux secondes chances. J'ai un contact dans une entreprise de logistique maritime à Marseille. Il cherche un des coordinateurs. C'est un travail exigeant, avec de longues heures, mais vous apprendrez ce que signifie respecter un contrat, traiter chaque client avec équité. Dans 1 an, si vous faites vos preuves, vous pourrez postuler à un poste dans notre division cargo. Vous remonterez, mais à la dure. » Julien, reconnaissant malgré sa honte, hocha la tête. « Merci, monsieur. Je comprends. » À New York, Amélie et Camille montèrent sur la scène du Sommet mondial des innovateurs, dans un auditorium élégant du centre de Manhattan. Leur présentation sur égalité financière, une application qui démocratisait l'accès à l'éducation financière pour les communautés marginalisées, fut un triomphe. Leur éloquence, leur passion et leur maîtrise des questions techniques, des crypto-monnaies à la cybersécurité, captivèrent l'audience. Les investisseurs,
Les journalistes technologiques et les philanthropes se levèrent pour une ovation debout, les applaudissements résonnant comme une validation de tout ce qu'elles avaient surmonté. Alors qu'elles quittaient la scène, un homme en costume sombre s'approcha. « Mesdemoiselles Dubois, dit-il, je suis Marc Laurent, de la branche philanthropique du groupe Dubois & Associés. Votre père et Monsieur Moreau souhaitent vous rencontrer après votre retour à Paris. Ils ont une proposition. » De retour à Paris, dans le bureau de Bernard Delaunay, l'ambiance était bien moins festive. Bernard, un avocat de 65 ans, pilier du cabinet Lefebvre & Associés, était assis face à un comité exécutif au visage fermé. La lettre de Moreau, accompagnée de la transcription accablante de l'incident, reposait sur la table de conférence comme une condamnation. Le président du cabinet, un homme connu pour sa rigueur, prit la parole. « Bernard, nous avons vu la lettre. Nous avons lu la transcription. Vous savez ce que dit l'article 14C de notre accord de partenariat. Toute action portant atteinte à la réputation du cabinet est passible de sanctions. » Bernard, dont le monde s'écroulait, tenta de plaider sa cause. « Ce n'était pas moi, c'était ma femme. Je n'ai aucun contrôle sur ses paroles. » Mais le président secoua la tête. « Votre femme a utilisé votre nom, votre statut, pour intimider. Cela nous affecte tous. Vous avez deux options. Démissionner immédiatement avec une indemnité réduite et un accord de confidentialité, ou nous convoquons un vote pour votre exclusion, et vos agissements deviendront publics. » Bernard choisit la démission, un acte qui marquait la fin de 30 ans de carrière. Lorsqu'il rentra ce soir-là dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement, il trouva Véronique dans le salon, un verre de Sancerre à la main, toujours drapée dans son rôle de victime. « Bernard, tu ne croiras pas ce qu'ils m'ont fait, » commença-t-elle, sa voix aiguë. « Ils m'ont humiliée, jetée hors du salon comme une vulgaire passagère. » Bernard, épuisé, posa son attaché-case et la fixa avec une froideur qu'elle ne lui connaissait pas. « Véronique, dit-il, sa voix basse et tranchante, à cause de toi, nous avons perdu le contrat avec Dubois & Associés. 12 millions d'euros par an. J'ai dû démissionner. Notre vie, telle que nous la connaissons, est finie. » Véronique, sidérée, laissa tomber son verre, qui se brisa sur le parquet, le vin blanc se répandant comme une flaque de regret. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques jours plus tard, Amélie et Camille furent convoquées au siège de Luxair. Philippe Dubois et Étienne Moreau les accueillirent dans une salle de réunion élégante, où une maquette publicitaire les attendait. « Nous lançons une nouvelle campagne pour Luxair, » expliqua Moreau. « Elle s'appelle « Le nouveau visage de la première classe ». Elle célèbre la diversité, le mérite, l'excellence, et nous voulons que vous en soyez l'image. » Sur la table, un portfolio dévoilait une photo saisissante. Amélie et Camille, assises en 1A et 1B, rayonnantes, travaillant sur leurs ordinateurs, un sourire confiant aux lèvres. Le slogan, simple et puissant, disait « Luxair, votre voyage, votre mérite ». La campagne serait affichée dans les aéroports du monde entier, sur les couvertures des magazines de bord et sur le site web de la compagnie. Ce que Véronique avait moqué comme une photo pour brochure était devenu une réalité, mais pas un symbole vide. C'était une déclaration, un changement de paradigme. Moreau poursuivit. De plus, en réponse à l'incident, le groupe Dubois & Associés crée le fonds de Luxair pour les innovateurs émergents, doté de 15 millions d'euros pour soutenir les start-up fondées par des femmes et des personnes issues de minorités. Nous voulons que vous soyez membres du comité de sélection. Amélie et Camille, émues, acceptèrent, conscientes que leur expérience allait inspirer un changement durable. Pendant ce temps, Antoine Lefebvre publia un article dans Le Figaro, intitulé « Le scandale de Charles de Gaulle ». Quand le luxe rencontre la justice, l'article, enrichi par le témoignage anonyme de Lucas, le stagiaire, dénonçait la culture d'apaisement des élites et louait la réponse rapide de Luxair. Il devint viral, amplifiant l'impact de l'incident. À Paris, Claire Martin se mit au travail sur le nouveau manuel de formation, utilisant l'enregistrement de l'incident comme un outil pédagogique. Lucas, le stagiaire, fut contacté par Antoine Lefebvre, qui lui offrit un stage dans son équipe éditoriale, reconnaissant son courage d'avoir dénoncé les dysfonctionnements internes.
Quant à Véronique, elle devint une paria sociale, son nom associé à un scandale qu'elle ne pouvait fuir. Chaque fois qu'elle voyait la campagne de Luxair, dans les aéroports, dans les journaux, à la télévision, elle était confrontée à l'image radieuse d'Amélie et Camille, un rappel constant de l'empire qu'elle avait contribué à détruire par son arrogance. Ce scandale, né d'un moment d'injustice dans un salon VIP, avait redessiné les contours du luxe et de l'équité. Amélie et Camille, en refusant de céder leur place, avaient non seulement défendu leur dignité, mais aussi déclenché une révolution culturelle. Luxair, sous la direction de Philippe Dubois et Étienne Moreau, devenait un symbole d'un nouveau monde, où le mérite, et non le privilège, définissait la première classe. Et quelque part, dans un hôtel particulier désormais silencieux, Véronique Delaunay apprenait une leçon que l'argent ne pouvait acheter. La justice, parfois, prend son envol sans escale. L'histoire d'Amélie et Camille Dubois dans le salon VIP de Luxair est bien plus qu'un simple incident. C'est une parabole moderne sur la justice, le mérite et la résilience face à l'arrogance. Ce récit résonne profondément dans la culture française, où l'égalité et la dignité sont des valeurs chères, mais parfois mises à l'épreuve par des privilèges hérités. Ce qui frappe, c'est la force des jumelles, qui, face à l'injustice, ont choisi la dignité plutôt que la colère. Leur calme face aux attaques de Véronique Delaunay illustre une leçon essentielle. La véritable puissance réside dans la maîtrise de soi et la défense de ses droits avec assurance. Cette histoire nous enseigne que le succès n'est pas seulement mesuré par les titres ou l'argent, mais par le courage de tenir tête à l'injustice, même dans les espaces les plus exclusifs. Dans la vie quotidienne, nous pouvons appliquer cette leçon en refusant de nous laisser intimider par ceux qui croient que leur statut leur donne un droit de supériorité. Que ce soit au travail, dans les interactions sociales ou dans les espaces publics, il est crucial de défendre notre place avec respect et détermination. L'incident montre aussi l'importance de la solidarité. Claire Martin, malgré ses erreurs initiales, a choisi de soutenir l'équité, et Lucas, le stagiaire, a trouvé le courage de dénoncer un système défaillant. Ces actes nous rappellent que chacun, à son niveau, peut contribuer à un changement positif. Enfin, la réponse de Philippe Dubois souligne que le pouvoir, lorsqu'il est utilisé pour corriger l'injustice, peut transformer des systèmes entiers. Ce récit nous invite à réfléchir. Comment réagissons-nous face à l'injustice? Sommes-nous prêts à défendre nos valeurs, même au prix d'un conflit? En France, où l'élégance et l'éthique se croisent souvent, cette histoire nous pousse à incarner ces idéaux dans nos actions quotidiennes. Alors, si cette histoire vous a inspiré, si vous croyez en la justice et en l'importance de faire entendre votre voix, montrez votre soutien. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, faisons résonner ces leçons de courage et d'équité.